Si t'as cliqué sur cette vidéo, je t'invite à mettre une paire de baskets, mettre des écouteurs et aller courir ou marcher dehors. En décembre 2023, je me suis fait interviewer par la chaîne YouTube Motivation, interview qui n'est jamais sortie, et je me suis dit aujourd'hui, pour vous remercier du fond du cœur d'être 3000 sur cette chaîne, j'avais envie de vous partager un petit peu plus de moi. Vous pourrez le constater, comme c'est une interview qui date d'il y a 1 an et demi, j'ai toujours les cheveux blonds, mais par contre, mon discours reste authentique. Et j'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous aujourd'hui. Petite parenthèse importante, cette chaîne YouTube n'existait même pas au moment où on a tourné cette interview. Bah écoute, Pauliane, bienvenue dans le studio, même si en réalité ça fait de longues heures qu'on est en train de discuter, il est à peu près 17h. On s'est rencontrés vers 10h30, 11h. 10h30, c'est ça, ouais. exactement. Et on s'est dit qu'il était peut-être temps de commencer. On a fait pas mal de choses et on va en parler pour entamer la discussion. Mais écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Je te connaissais un petit peu avant qu'on se rencontre, avant que tu m'envoies ton mail. J'avais vu ta chaîne YouTube, je te connaissais de loin, tu vois, j'avais jamais vraiment suivi ce que tu faisais en profondeur, mais j'avais vu ton podcast avec Eric Flag qui date de pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises. Pas si longtemps que ça, mais on l'a tourné au mois de juillet. Ok, il est sorti il y a quoi, un mois? Ouais, 1 mois et demi à peu près. Ok, ouais. Oui. J'étais tombé dessus et je vois ton mail et je fais le rapprochement et je dis mais en fait c'est elle. Donc on a eu l'appel assez rapidement après l'envoi de ton mail. Je te laisse dire comment ça s'est passé déjà. Qu'est-ce qui t'a motivé à envoyer ce mail, à vouloir participer au podcast? Quel rapport t'avais avec ma chaîne à la base? Et puis comment s'est passé le feeling de cet appel jusqu'à aujourd'hui? En vérité, j'ai découvert ta chaîne il y a plus d'1 année maintenant. C'est vrai que j'étais tombée sur une de tes nombreuses vidéos de motivation, notamment une vidéo de traduction avec David Goggin. David Goggin qui m'a d'ailleurs inspiré un défi dont on parlera plus tard. Et en fait, quand j'ai découvert ta chaîne, j'étais en pleine transition. Ça veut dire qu'à l'époque, je pratiquais encore beaucoup de musculation en salle, mais je sentais que c'était plus forcément quelque chose d'aligné avec moi-même, puisque ça me rapprochait aussi du monde de la compétition que j'ai pratiqué durant quelques années. J'ai fait plusieurs compétitions en bodybuilding dans la catégorie bikini. Et en fait, quand j'ai écouté ta traduction de David, ça m'a mis un petit peu une claque en fait, et j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus sur lui, puis j'ai continué d'écouter ses vidéos, enfin du coup tes vidéos, c'est vrai que des fois le parallèle est assez proche. Et en fait, il parle de cette fameuse course qu'il a faite de 169 km sans se préparer, et je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait? Alors c'est clair que j'ai pas fait un défi à la hauteur de ce qu'il a fait, j'ai fait une course de 59 km, c'est quand même sympathique. Et j'ai eu en fait envie de me mettre à la course à pied et à la course trail notamment suite à cette vidéo-là. Donc je suis allée enfiler une paire de running, je suis allée voir ce que c'était. J'ai vu que j'avais un cardio pitoyable, qu'il fallait que je travaille là-dessus à fond. Et du coup, pour en revenir au sujet principal, c'est comme ça que j'ai découvert ta chaîne et puis que j'ai écouté ça pendant quelques mois. Je t'avoue que j'ai vraiment écouté même plusieurs fois certaines de tes vidéos qui m'impactaient vraiment. Et c'est marrant parce que je pensais même que t'étais pas un personnage réel. Je me disais, cette voix est fictive, genre c'est une voix inventée, j'arrivais pas à me dire qu'il y avait réellement quelqu'un derrière, à tel point que c'était tellement bien fait que, comme je te l'ai dit, je pensais même que c'était la voix de David Goggin en personne, alors qu'en fait, il parle pas du tout français. Ce qui s'est passé, c'est que après, je pense que j'ai vraiment écouté toutes les vidéos de ta chaîne, et j'ai eu un moment en fait où j'ai un petit peu, j'ai passé autre chose, j'ai arrêté d'écouter ces vidéos-là. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, je pense, 1 semaine après t'avoir écrit, j'ai découvert que tu avais sorti des podcasts, justement. Et j'ai adoré, en fait, les écouter. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens vraiment qui ont une vie de dingue. Il y a un message super à faire passer. J'ai trouvé le concept vraiment assez sympa, surtout venant de toi, qui était encore un inconnu. C'est vrai que les gens ne savent pas, mais quand je t'ai écrit, j'avais absolument aucune idée à qui j'allais m'adresser. Je savais même pas quel âge tu avais. Je n'allais pas dire si c'était un homme ou une femme, parce que je me disais bien quand même que, au vu de la puissance de ta voix, tu étais quand même un homme. Mais c'est vrai que je me posais toutes ces questions, et puis je me suis dit, pourquoi pas lui écrire. Donc je t'ai envoyé un mail avec un petit peu de mon parcours. Je t'ai expliqué aussi mes débuts sur les réseaux sociaux, la popularité que j'ai vécue, la déchéance, le sport de haut niveau, toutes ces choses-là. Et je pense qu'on s'est aussi assez retrouvés sur pas mal de points après. Totalement. Et c'est vraiment l'interview avec Aurélie qui m'a donné envie de t'écrire. Comme je l'ai dit, je me suis dit, mais si il interviewe une femme, c'est que moi aussi, je peux venir raconter peut-être mon histoire et peut-être que ça pourra en inspirer certains.
on s'est rencontrés tout à l'heure, on a eu le temps de faire pas mal de choses, Oui. notamment un 10 km. D'ailleurs, parle-nous de 2 minutes de ton challenge. On a terminé un challenge tous les deux avec Yannick. Du coup, j'avais prévu de faire 10 km par jour pendant 10 jours, dans l'objectif de faire 100 km, quoi, en gros. Et j'avais déjà commencé ce défi un petit peu avant, puis j'ai eu un empêchement, puis je l'ai repris, puis je me suis dit, mais mince, ça tombe, le dernier 10 km tombe le jour où je dois aller faire le fameux podcast. Et du coup, je t'ai proposé de le faire avec moi. Tu m'as dit, écoute, avec plaisir. Bien entendu. Et puis, on a bouclé ce challenge ensemble. Donc, enfin, c'est terminé. Donc, C'est voilà. Avec une bonne côte à la fin. Oui, et puis la fatigue du trajet aussi. Et puis, des 10 km par jour précédents aussi. Donc, voilà, je suis contente en tout cas d'avoir terminé. Et c'était vraiment cool de le faire à deux. Parce que, pour le coup, ça m'a quand même occupé pendant l'heure de course qu'on a faite. C'est Même clair. si, tu m'avais Le podcast prévu aurait pu commencer à ce moment-là, Ouais, d'ailleurs. exactement. Même si tu m'as prévu une belle côte pour terminer mon challenge, celle-ci, je m'y attendais pas trop, je t'avoue. Mais au moins, c'est fait. J'ai bouclé mon challenge et je pense que au vu de toutes les conversations qu'on a eues, je pense que j'ai pas mal d'idées de prochains défis que je pourrais réaliser sur ma chaîne YouTube. Ok. Le but, c'est vraiment de transmettre un message de motivation et de montrer que la capacité d'adaptation dans ton environnement, elle est super importante dans la réalisation d'un objectif. C'est énorme. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ta façon dans ton approche, en fait, même dans ta philosophie pour aller plus loin, c'est que tu as eu énormément de galères, tu es passé par plein de chemins différents et on va y venir les uns après les autres. Oui. Chaque chapitre. Mais tu t'es vraiment, pour parler cru, pour parler vrai, tu t'es cassé la gueule un grand nombre de fois. Oui. Et aujourd'hui, tu es encore debout. Et tu me parlais, juste avant qu'on entame le podcast, tu me montrais quelques photos, sans parler des photos en détail, sans en montrer ou quoi, qui incarnaient en fait différentes parties de ta vie, partie bodybuilding, partie enfance, très jeune enfance, Oui. tes premières années, etc. Et je t'ai posé la question, quand tu vois ces photos, au-delà de ce que ça te fait en les voyant, etc., quelle est la période de ta vie dans laquelle tu te sens le mieux, la plus heureuse? Et tu m'as répondu du tac au tac. Maintenant. Aujourd'hui, maintenant, celle que je Aujourd'hui, vis là, tout actuellement. de suite. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi je me bats au quotidien, c'est pour pouvoir être moi-même, apprendre à me connaître aussi jour après jour, parce que je pense que c'est dans la compréhension de soi aussi que on devient vraiment heureux. Comme on en a parlé, j'ai eu beaucoup de galères, mais j'ai aussi eu beaucoup de galères qui ont été provoquées par moi-même, dans le sens où j'avais un aspect très punitif avec moi-même, de par certaines épreuves que j'ai vécues. Et je sais que de par certaines actions, notamment au travers du sport, je me suis fait beaucoup de mal, on peut dire ça presque volontairement. Ok, ben on va y revenir justement. Tu me parlais du rapport avec tes parents, on parlait de mimétisme, on parlait de toutes ces choses-là. Oui. Aujourd'hui, tu as le recul de te dire, ok, si je suis comme ça, c'est pour telle et telle raison. Ou du moins, certaines de ces raisons-là, je les connais, je les ai identifiées, et j'ai pu régler ces problèmes-là, on va dire en profondeur aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, tu as trouvé un bon paquet de réponses qui te permettent de vivre en étant en paix avec toi-même. Exactement. Et je pense que c'est ce message que les gens sont venus chercher, et on va y aller progressivement. J'aimerais te poser une première question. Y aller petit à petit, encore une fois, t'es pas obligé, il y a des périodes que tu peux survoler, t'es pas obligé d'approfondir chaque période, mais comment s'est déroulée ton enfance à partir des premières années? Je souris et je rigole parce que c'est vrai que mon enfance, c'est quand même quelque chose que... j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance, en fait. C'est vrai que quand on en parle, comme tu dis, je peux la survoler. Je suis capable de déterminer un petit peu des périodes. Mais je sais que je suis une personne qui, très très vite, n'a pas été bien dans mon corps, en fait. Dès l'âge de 4 ans, je me comparais déjà à ma meilleure amie. Je ne saurais pas forcément dire pourquoi, mais j'ai eu un rapport au corps qui a été très difficile dès très jeune. Comme je te l'expliquais, je regardais souvent dans les catalogues de vêtements le corps des jeunes filles de 12 ans et je me disais « Ah, j'aimerais bien être comme elle ». Et on parlait de mimétisme. C'est vrai que j'ai une maman qui a toujours été sportive, mais qui ne s'est jamais spécialement appréciée physiquement et qui s'est beaucoup dénigrée, si on peut dire ça comme ça. Je lui en veux pas du tout, bien évidemment, parce que je pense qu'il y a aussi une grande part d'inconscience. Peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte, mais en fait, quand on parle de mimétisme, nos parents ont un impact et une emprise très très forte sur nous et on se construit aussi sur eux et sur leurs croyances. Et c'est vrai que je pense que dès très jeune, j'ai aussi eu pas mal de sensibilité à ce niveau-là. Et on a parlé tout à l'heure d'une période de ma vie, je pense, quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Oui. Et je me disais, c'est fou parce que quand j'aurai 16 ans et que j'aurai terminé l'école, il va falloir que je choisisse un métier. Mais j'avais aucune idée de quoi faire. Moi, à l'époque, je faisais du piano.
Je suis autodidacte depuis que j'ai 6 ans, je dessine énormément, je suis un petit peu une artiste. Mais on m'a toujours dit que ces choses-là, c'était pas un métier. Donc j'avais déjà écarté de ma tête que j'allais pouvoir faire ça un jour parce qu'on me disait toujours oui, mais ça, tu sais, dessiner, c'est pas un métier, faire des photos, c'est pas un métier, jouer du piano, voilà, c'est pas un métier, il y a très peu de personnes qui arrivent à ça. Et en fait, je me suis vraiment conformée à ça. Ok. Et puis, étant dyslexique et dyscalculique, c'est vrai que je confonds certains chiffres, certaines lettres. Enfin, voilà, j'ai les yeux qui se croisent un petit peu des fois. Ben, j'ai beaucoup grandi dans la croyance que j'étais une enfant avec des difficultés, donc je me mettais pas du tout sur un piédestal où j'estimais pas du tout que j'avais de capacités particulières. Et je pense que dès très jeune, j'ai eu ce besoin de prouver aux gens que j'étais capable. Ok. Que ce soit au travers du sport, que ce soit au travers de mon travail, au travers de tout. Je me suis fait beaucoup de mal aussi comme ça, en voulant prouver aux gens que j'étais légitime en fait. Ça s'est manifesté à partir de quel âge tu disais 12 12 ans, ouais. 12 ans. Dès très jeune, ça a commencé un petit peu à ce moment-là. C'était peut-être ta manière à toi de te sentir mieux d'une certaine façon, même si derrière ça t'a causé d'autres torts, mais Oui. comment tu l'as vécu cette période justement? De dire... En fait, j'ai toujours été... j'ai jamais voulu être comme tout le monde. Je sais pas comment l'expliquer, mais je te l'ai dit, à l'époque, je voulais faire du cirque. Puis mes parents, bien évidemment, qui m'ont toujours soutenue dans mes projets, m'avaient inscrit dans une école de cirque et j'avais appris à faire pas mal de choses là-bas. Puis je m'étais acheté un monocycle, justement. Puis en fait, je me souviens que j'arrivais pas à en faire. Et je m'étais cassé la figure, je sais pas combien de fois. Je faisais du monocycle avec des jambières de foot. Parce que j'avais tellement de bleu qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je me protège un petit peu. Mais j'ai toujours eu un style un petit peu décalé. Et puis, c'est vrai qu'à l'école, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. J'étais toujours celle de trop dans le groupe de 3. J'ai toujours eu de la peine, en fait, à m'intégrer, je dirais, socialement parlant, dès mon plus jeune âge. Parce que, je sais pas, je me sentais trop différente, peut-être. Ok. Est-ce que j'ai été éduquée comme ça? Est-ce qu'on a dit des phrases qui m'ont fait penser que j'étais pas normale? Mais c'est vrai que dès très jeune, j'essayais de me chercher une personnalité ou, je sais pas, à incarner en fait un personnage qui m'accompagnerait Ok. un petit peu chaque jour. Tu te sentais peut-être... tu te sentais différente, comme tu disais. Est-ce que tu as été exclue? Est-ce que on t'a pointé du doigt? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça Oui, j'ai été beaucoup harcelée. J'étais un petit peu ce qu'on appellerait garçon manqué. Je traînais beaucoup avec les garçons. Ok. Et du coup, c'est vrai que les filles me mettaient beaucoup de côté, en fait, aussi. Et puis, oui, j'ai vécu pas mal d'intimidation, de choses pas très très cool qu'on vit dans la cour du collège, comme on dit. Ouais, ok. Et donc c'était un peu ta manière à toi d'oublier ce côté je suis différente, mais plutôt que de dire... En fait, dès ton plus jeune âge, plutôt que de te conformer, t'as cherché à exploiter cette différence. Je me trompe? Ouais, je pense, mais peut-être maladroitement. Ou alors, tu sais, c'est pas facile. Des fois, quand on a 12, 14 ans ou 15 ans, on est tellement brut et pas construit que Bien sûr. on est un peu maladroit des fois dans ses prises de décision. Et puis on tente des choses, on essaye Couplé de... à ce questionnement continu de te dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, j'ai fait plein de stages dans plein de métiers différents. J'ai commencé un apprentissage en tant que géomaticienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui prennent des mensurations pour implanter des bâtiments sur le cadastre. Après, j'ai fait un apprentissage de 3 ans comme peintre en bâtiment. C'est vrai que j'ai quand même été pas mal dans des milieux d'hommes. J'avais même fait des stages de mécanicienne. Toujours pour prouver un petit peu ma légitimité et puis que j'étais une femme forte. Je pense que j'avais beaucoup besoin qu'on me prenne comme quelqu'un de fort et pas comme quelqu'un de faible, puisque c'est vrai que comme j'étais considérée comme une enfant à difficulté, de par mes problèmes justement de dyslexie et de dyscalculie, je pense que j'avais aussi ce besoin de prouver que j'étais capable. Et c'est vers 17-18 ans, si je ne dis pas de bêtises, que tu as fait tes débuts sur YouTube. Oui, en fait, dès mes 16 ans, j'ai eu envie d'avoir une moto. Donc j'avais fait mon permis de 50 cm3. C'est 16 ans l'âge en Suisse pour le faire, du coup. Et c'est vrai que c'est rigolo, mais j'ai commencé à partager 1 ou 2 photos de moi en train de faire de la moto sur Instagram. Puis je voyais que ça plaisait bien, en fait. Et petit à petit, en fait, tu sais, quand tu commences à partager du contenu comme ça innocemment, puis que tu vois qu'il y a un engouement qui se fait autour, tu te dis « Oh, trop chouette, ça plaît aux gens. Du coup, je vais en faire plus. Ouais. » Et puis j'avais dit je crois que j'avais dit ce truc-là, j'avais dit à 10 000 abonnés sur Instagram, je mettrai une première vidéo sur YouTube.
Ok. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment une vidéo qui est nulle. Genre, vraiment, je sors de mon lit, je mets mon casque et puis j'ai une GoPro sur mon casque de moto, mais il n'y a vraiment rien Ok. de fou. Et cette vidéo, je crois qu'elle a 980 000 vues, Ok. donc c'est quand même presque 1 million, ce qui est assez énorme. Mais c'est pas cette vidéo-là qui m'a propulsée au sommet, c'est vraiment fait avec le temps. Puis après, ben, petit à petit, tu te prends au jeu, tu commences à... Ok, cette première vidéo, tu l'as postée combien de temps plus tard par rapport à ces photos Instagram? C'est vite venu ou... Je dirais une année. Ok. À peu près. Après, comme je te l'ai dit, c'est un peu difficile de se projeter dans le temps parce que le temps Oui. passe vite. Mais ouais, je dirais à peu près, approximativement une année. Ok, donc tu te lances sur YouTube, tu fais ces vidéos, tu as eu cette attirance pour la moto, pour faire des choses spectaculaires, comme tu me le disais dans ton mail. Oui, exactement. J'ai très vite commencé à faire des roues arrière avec ma moto rose en plus, tu vois. Mm. Donc c'était vraiment... c'était quelque chose de pas commun et c'était quelque chose qu'on voyait pas à l'époque sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça a pris un engouement Ouais. très très rapidement. Et moi, quand j'ai commencé ça, à aucun moment j'avais décidé d'en vivre ou quoi. Enfin, c'était vraiment fun. Il se passait quoi en parallèle? Parce que tu faisais pas que ça de tes journées, t'étais J'étais encore à peintre en l'école. bâtiment à Ok. l'époque. Je travaillais sur les chantiers et c'était une période qui était très difficile pour moi parce que ben, à ce moment-là, je subissais du harcèlement sexuel dans mon travail. Et c'est vrai que j'osais pas en parler à ma famille spécialement. Et puis ben, bien évidemment, j'en ai pas spécialement en parler non plus sur mes réseaux sociaux. Donc j'avais déjà cette souffrance qui était derrière. Ok. Et il faut faire bonne face devant la caméra quand on vit des choses pas forcément évidentes derrière. Donc... Ça, tu gardais pour toi, t'en parlais pas. Ouais, j'avais pas forcément... Je voulais partager quelque chose de positif et puis c'est quand même un sujet qui est délicat et tabou et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de se mettre à nu forcément devant tout le monde pour Ok, pouvoir parler de ça. bien sûr. En fait, déjà pour commencer. Et puis ben, petit à petit, ben, ma communauté a grandi. Puis c'est vrai qu'à l'époque, avoir 100 000 abonnés, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Maintenant, à l'heure actuelle, avec TikTok, tout le monde Bien a... sûr, bien sûr. 1000, 100 000 abonnés, enfin voilà, mais c'est qu'est-ce que tu fais qui impacte vraiment pour que les gens se souviennent de toi. Et moi à l'époque, ben, j'avais fait un tel buzz, j'étais la petite blonde sur sa moto qui faisait des roues arrière, ça plaisait de fou en fait. Et moi avec, enfin comment dire, j'avais pas confiance en moi, donc déjà j'avais beaucoup de peine à accepter mon succès parce que je me disais mais... Je fais pas grand chose en fait au final. Ok. Juste je partage ma vie, je partage mes good vibes, je fais ça et puis ça plaît. Et puis ben c'est vrai que on a souvent ce syndrome de l'imposteur où on comprend pas pourquoi on est connu, pourquoi ça nous arrive à nous. Et ça m'a aussi un petit peu fait défaut dans le sens où j'avais vraiment beaucoup de peine à valoriser et aussi ben, monétiser ce que je faisais. On en a parlé hein, aussi, tout créateur de contenu, si un jour il a envie de se lancer, il devra penser à monétiser son contenu, ce qui est complètement normal hein, si tu veux pouvoir vivre de ta passion. Mais moi j'étais incapable de penser que je pouvais même monétiser mon contenu ou Tu demander... voulais juste faire tes vidéos avec Ouais. ta moto et voir ce que ça allait faire en fait. Voir ce que ça allait donner. Exactement, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec cette communauté grandissante qui prenait tellement de place. Et Quelle a été un peu l'évolution de ta chaîne les premières années? Tu te souviens? les premières années, Ouais, nombre d'abonnés par exemple. alors YouTube, je me souviendrai pas. Je sais qu'une fois, j'ai fait une vidéo où je parlais de mon pot d'échappement. Ok. Mais c'était vraiment un truc, voilà, enfin rien de ouf. Et ça, elle m'avait fait prendre, je crois, 100 000 abonnés d'un coup. Ok. Genre, j'étais sur mon canapé et je voyais, je réactualisais à chaque fois, puis j'avais pris 10 000, puis encore 10 000. Et je me disais, mais c'est fou quand même, cette vidéo, pourtant, elle est pas... Enfin, voilà, Ok. Ok. il n'y a rien de fou. Mais par contre, je me souviens que sur Instagram, à l'époque, je prenais à peu près 100 000 par année. Ok. Ça, c'était vrai. C'est vrai qu'Instagram, à l'époque, ça fonctionnait bien YouTube, aussi. Instagram, en parallèle des travaux que tu faisais sur les chantiers, Ouais, etc. bah en fait, il faut vraiment voir le truc. J'étais de 7h à 18h à peu près au travail. Ouais. Après, j'allais encore faire 1 heure de sport à la salle le soir. C'était important pour moi. Et après, ben, tout le reste de mon temps libre était dédié à YouTube. Ok. Et donc, t'allais déjà à la salle à 17 ans? Non, ça c'est plus tard, mais je faisais Un peu plus encore, tard, ok. j'avais encore ça en parallèle. En fait, si tu veux, je fais référence à la période de quand j'avais à peu près 20-21 ans, là, quand je te Ok, dis que j'allais à la d'accord. salle. Non, là c'était encore un petit peu différent, mais c'est vrai que c'était rigolo parce que j'étais en apprentissage. Et tout ça, c'est venu de toi-même, personne. Enfin, je veux dire, faire les vidéos. Ah aller à non, la personne ne salle. m'a forcé, c'est vraiment C'est- ouais. de moi-même. Non, non, c'était des envies personnelles. Ok. Mais tu vois, ce qui était rigolo, c'est que j'étais en apprentissage dans une entreprise et puis bah, en fait, j'étais méga connue
sur les réseaux. Mais par contre, ça me rapportait pas un sou et j'étais payée au lance-pierre Ok. pendant mon apprentissage. Hein, je devais gagner 500 balles par mois alors que je faisais des horaires de malade. Donc c'était encore plus difficile pour moi d'imaginer que ce que je faisais pouvait valoir quelque chose, puisque moi je valais rien déjà dans mon propre travail. Ok. 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 On a beaucoup parlé depuis ce matin de faire les choses pour les bonnes ou mauvaises raisons. Oui, Quel est ton rapport justement avec ce concept, principalement avec ta chaîne, oui. même un peu plus tard le bodybuilding? Euh, je te laisse la parole. Je pense que quand on subit beaucoup d'humiliation, quand on est jeune ou de harcèlement, on a tendance à, comme je te le disais, à se mettre ce masque du masochiste, si on peut dire ça comme ça. Hmm. On va beaucoup faire les choses pour les mauvaises raisons et notamment pour un peu se punir des fois, j'ai l'impression. Moi, je l'ai fait beaucoup au travers du sport, justement. Et je pense que maintenant, avec du recul et avec l'âge, parce que aujourd'hui j'ai 27 ans quand même, quand j'avais 20 ans et puis que j'avais commencé à faire des vidéos YouTube, ça me redonnait confiance en moi, en fait, de me dire, oui, les gens me suivent, ils aiment bien ce que je fais, mais justement, c'était, les gens aiment bien ce que je fais. Donc je le faisais vraiment aussi parce que j'avais envie que les gens m'aiment, tu vois, mais je pense que je le faisais parce que j'étais incapable de m'aimer moi-même. Et je dis toujours que tant qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même cette chose-là, c'est personne d'autre qui nous l'apportera. Et ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est de réaliser quelques années plus tard que si je m'aimais pas moi, je pourrais recevoir tout l'amour du monde, je pourrais recevoir tous les compliments du monde, ça vaudra jamais rien, ça résonnera pas vrai au fond de moi. Si je dis pas de bêtises, en plus de tout ça, là ça a commencé plus tôt, mais tu me parlais de cette relation que tu avais avec ton copain de l'époque. Oui. Tu restais plusieurs années avec lui. Mhm. Et si je dis pas de bêtises, il y avait aussi ce côté, tu cherchais peut-être quelque chose dans cette relation parce que tu l'avais pas en toi-même, tu n'avais pas compris comment le développer toi-même. Est-ce que tu veux dire deux mots par rapport à ça? Parce que ça t'a peut-être aussi coûté beaucoup en énergie, en bonheur même. Oui, bien sûr. En fait, je pense que j'attendais aussi de cette personne qu'elle m'apporte l'amour que j'arrivais pas à m'apporter toute seule, la considération, la confiance, les compliments. En fait, on dit toujours, hein, traite-toi avec amour comme tu traites les gens que t'aimes. Et puis, moi, j'étais pas capable de faire ça, en fait, à l'époque. Et c'est vrai que je suis restée très longtemps dans cette relation, je pense, en espérant justement un jour ressentir cet amour pour moi. Qui a commencé assez jeune, tu disais. Ouais, 14 ans. 14 ans, ok. 14 ans jusqu'à mes presque 20, 21 ans, tu vois. Donc, Ok. c'est vrai que ça a duré longtemps, mais des fois, quand on est piégé dans un système, si on peut dire ça comme ça, on a beaucoup de peine à en sortir, on a peur, on se dit, mais c'est quoi l'inconnu en fait? Je préfère Mais si rester je, dans... si Ouais. je ferme cette relation, mais je vais me retrouver toute seule, je vais tout perdre. Mais en fait, quand on se débarrasse de quelque chose qui n'est plus positif pour nous, qui nous fait du mal, en fait, qui nous encombre l'esprit, bah, le jour où on décide de s'en séparer, en fait, on fait de la place. Et surtout, on fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Je pense qu'on voit beaucoup trop la fin, les fins de relation comme quelque chose de péjoratif, alors qu'en fait, pour moi, la fin d'une relation, la fin de quelque chose, ça peut aussi être quelque chose de très beau, parce que ça annonce aussi un nouveau départ. Et c'est ce que je dis aux gens, parce que tu vois, je t'ai parlé aussi du fait que quand j'ai commencé à arrêter la moto puis à me lancer dans le sport, on me l'a beaucoup reproché, en me disant oui, mais t'as changé, tu fais plus ce que tu faisais avant. Mais en fait, en vérité, moi, ce que je trouve magnifique dans le changement, dans le fait de s'ouvrir à d'autres choses, c'est que à chaque fois que tu repars à zéro, t'as de nouveau la passion, en fait. Et la passion, c'est un moteur fantastique. Et si tu te donnes la chance à chaque fois d'expérimenter des nouvelles choses et que tu le fais pour les bonnes raisons, avec amour, t'as ce moteur incroyable qui fait que t'en veux toujours plus, en fait. Et t'es capable surtout de le faire parce que c'est un renouveau Bien à chaque sûr. fois. Bien sûr, on parle de retour à zéro, peut-être de se plonger dans quelque chose de nouveau, repartir de zéro dans un nouveau domaine. Euh, à partir de... Enfin, combien de temps a duré cette période moto sur YouTube, Oui. tes premières vidéos? Et à partir de quand tu as commencé à changer de domaine? Et je vais te laisser parler duquel. Il faut savoir que j'ai fait une analyse un petit peu de ma vie et j'ai des cycles de 5 ans. Ok. Donc cette période de la moto a duré 5 ans, tout comme la période de la musculation a duré 5 ans aussi, Hmm. gentiment. Là, on arrive à la fin de ce cycle-là, depuis un petit moment déjà. Mais du coup, tu me posais la question pour... Par rapport du coup au bodybuilding. Oui, À partir de quand c'est arrivé et comment ça s'est passé? en fait, le bodybuilding est arrivé quand cette relation a pris fin, Ok. en fait. Je me suis vraiment lancée dans le sport corps et âme. Et en fait,
c'est fou parce que j'ai commencé... Enfin, je pense que j'ai jamais eu une relation très saine avec la nourriture, avec moi-même, mais à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à développer des comportements d'une personne presque anorexique, si on pourrait dire ça comme ça. J'ai d'abord perdu beaucoup de poids. Et puis après, comme j'en avais beaucoup perdu, je voulais en perdre encore plus. Du coup, en m'inscrivant à la salle de sport, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que j'étais tellement mal que j'ai développé ce qu'on appelle des crises d'hyperphagie, en fait, où je me gavais littéralement de nourriture et j'ai repris du poids assez rapidement. Et en fait, ce qui était terrible, c'est que j'étais encore un petit peu avec la moto à ce moment-là. Et quand on prend du poids aussi rapidement, on a notre visage qui change aussi, il est gonflé, on n'est pas bien avec soi-même. Et je me suis retrouvée à un moment de ma carrière YouTube, là où j'étais à mon apogée. J'étais au plus haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, dans ma vie, non seulement ma relation avait pris fin, mais dans mon travail aussi, j'avais perdu mon travail parce que j'ai enfin décidé de parler du harcèlement que je subissais. Donc tout mon petit monde s'est effondré à ce moment-là. Donc ma safe place, si on peut appeler ça comme ça, et encore, c'est cette fameuse zone de confort dans laquelle on se sent pas si bien que ça, mais qu'on n'ose pas quitter. Et en fait, comme j'ai commencé à prendre du poids, après, toute proportion gardée, mais je veux dire, on voyait vraiment sur moi que j'étais mal, que mon visage était gonflé, je me reconnaissais pas et j'étais incapable de filmer une vidéo. C'était YouTube, pas possible pour moi de faire semblant. Je me disais, mais je me trouve dégueulasse. Je me déteste, j'arrive pas à me voir, je peux pas me regarder, je peux pas refilmer des vidéos, faire comme si de rien n'était. Les gens vont le voir, c'est pas possible. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire de moins en moins de vidéos parce que je m'acceptais pas dans mon corps et comment j'étais. Et juste simplement, j'étais trop mal. Et je suis une personne vraiment, je n'arrive pas à faire semblant et faire... Alors, on dit oui qu'il faut faire les choses pour soi, comme je l'ai dit. Au tout début, je l'ai peut-être fait aussi pour les autres, dans le sens où je cherchais un peu de considération et de confiance en moi, mais j'ai quand même toujours eu ce désir et cette motivation profonde de partager. Je suis quelqu'un qui vit comme ça, j'aime créer, j'ai ce besoin de partager ce que je fais, ma motivation, mes expériences. C'est quelque chose qui me nourrit, je trouve. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment plus la force de filmer et c'est vrai que je me suis vraiment plongée à fond dans le sport de haut niveau à ce moment-là. Ok, donc j'imagine que tu fais déjà de la musculation en salle depuis peut-être quelques années à ce moment-là. Ah, pas du tout. Non. Non, il faut savoir que c'est comme pour le trail en fait. C'est un Ça petit a peu commencé là, des ok. lubies que je me lance, si on peut dire ça comme ça. Ok. Et en fait, au bout de 9 mois de pratique, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, j'ai pas les abdos, enfin, je ressemble pas à ce à quoi je veux ressembler. Et puis c'est là D'accord. aussi où maintenant, Ok. je prends conscience qu'il n'y a que le temps pour forger un physique. On peut pas avoir tout de suite. Et j'ai eu la bonne idée, ou mauvaise idée, tu me diras, de vouloir me lancer dans des compétitions de bikini parce que je me disais, elles ont un physique que j'aime bien. Ok, Et ça va moi, peut-être accélérer le processus. voilà, si je fais ce sport-là, ça va accélérer ce processus. De toute façon, moi, je suis chaude, là, c'est bon, je m'entraîne 2 fois par jour. Quand je m'obstine pour un truc, en général, je le fais vraiment comme il faut, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, j'avais déjà un rythme très soutenu d'entraînement. Et je voulais sécher. J'avais juste envie Ok. de pouvoir voir ce corps-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, de nouveau, si vous le faites pour les mauvaises raisons, votre corps, s'il est comme il est dans l'instant présent, c'est qu'il a besoin d'être comme ça. Et vous aurez beau, comme je le disais, avoir le corps que vous désirez. Donc ça veut dire que j'avais les tablettes, j'étais comme j'espérais. Mais j'avais tellement peu d'estime et d'amour pour moi-même que j'étais déjà incapable de me voir comme j'étais. Je me trouvais toujours trop grosse, en fait. Ok. Et du coup, je m'auto-sabotais et j'avais des crises alimentaires à répétition. Ce qui faisait qu'après, je reprenais du poids. Donc c'était compliqué parce que c'est ce que je vous dis, si vous n'êtes pas en paix et en harmonie avec vous-même, avec les choses que vous faites, ce physique-là, il restera pas. Les fondations sont mal coulées. C'est ça, sont pas solides, exactement. Et puis c'était de nouveau pas fait pour les bonnes raisons. Et puis Donc attends, juste là, t'as survolé ton parcours bikini du coup. exactement. À partir de... En quelle année t'as commencé? Comment ça s'est passé? Quel programme d'entraînement tu suivais? Et puis derrière, quelle compétition tu as fait? Tu as fait des compétitions, tu me disais? Oui, alors j'ai fait les championnats suisses et les championnats d'Europe. C'est ce que j'expliquais dans un autre podcast où je disais que malheureusement j'ai gagné ces championnats suisses parce que je pense que ça m'a encore plus poussé dans mon délire en fait. Ok. J'en voulais toujours plus. Je me suis dit ça y est, j'ai réussi. Du coup maintenant c'est ma vocation et le truc c'est qu'en fait je savais tellement pas là professionnellement parlant ce que je voulais faire que je me suis dit ah mais j'ai réussi à faire ça. Du coup en fait c'est ça. C'est peut-être ça ma voie, puisque j'ai réussi, puisque j'ai gagné, je vais m'accrocher à ça. Parce que j'étais prête à tout et n'importe quoi, en fait, pour pouvoir trouver un équilibre de vie et puis quelque chose qui m'anime et qui me permet De dire j'ai trouvé ma voie. Ouais, de me dire j'ai trouvé ma voie. Et puis j'ai espéré longtemps en cette chose que ça soit ma voie, mais en fait, au final, je me rends compte que
c'était pas ça en fait. Ok. Et c'est pas facile quand déjà tu changes de discipline, donc déjà tu vas proposer autre chose à ta communauté, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont adhérer, et puis qu'après tu te rends compte que tu as encore une fois fait le mauvais choix, que la moto, oui, tu as aimé un temps, maintenant t'aimes plus. Pour toi, à partir de quand tu peux te rendre compte ou quels sont les signes qui font que tu as peut-être pris la mauvaise voie? La santé, clairement. Clairement la santé toujours, parce que comme on dit, hein, le burn-out au niveau du job, quand il se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que quand on est bien dans ce qu'on fait, on est en pleine et bonne santé. Et là, c'était clairement plus le cas. Et puis, justement, quand j'ai développé ces troubles du comportement alimentaire, quand j'ai commencé à perdre beaucoup de poids, quand j'ai commencé à faire toutes ces choses-là, ma santé, elle était plus, c'était plus ce qu'elle était. Genre, j'étais l'ombre de moi-même. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, quand on veut faire une sèche, je sais pas si toi, par le biais de la boxe, tu dois aussi perdre un peu d'eau ou Bien sûr. perdre un peu de poids. Mais on allait faire beaucoup de cardio, mais c'était de Ouais. la marche. Ok. Puis en fait, indirectement, je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir des conversations un petit peu avec moi-même. C'était pas encore très productif, Tu mais... commences à réaliser que c'était peut-être pas là qu'il fallait aller, tu veux dire? Ouais, en fait, Ok. quand t'es tout seul avec toi et que tu marches, au même titre que la course à pied, t'as le temps de te poser des questions que des fois tu te poserais pas si t'es dans ton quotidien, en train de bosser ou quoi. Là, t'es vraiment tout seul avec toi, avec ta musique, Ouais. puis tu te poses tes questions. Et puis c'est vrai que moi, j'essayais toujours de me persuader que fallait que je m'accroche à ça, que c'était une bonne chose pour moi, puis que j'allais réussir à en vivre et puis à faire quelque chose de bien, quoi. J'avais vraiment envie de persévérer dans ce sport et puis de réussir à prouver au monde que j'étais capable. Tu as utilisé le terme lors de notre premier appel quand tu parlais du bodybuilding, que Mhm. tu te mutilais le corps Oui, à travers ce sport. oui, c'est vrai. Je trouve ça très fort, mais en même temps, si tu as choisi ce mot, c'est pas pour rien. Non, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a énormément de moyens de se faire du mal. Et malheureusement, je suis passée aussi par cette période-là dans ma vie. Et je pense que oui, le sport a été une manière de me saboter et de me faire du mal pendant bien longtemps. Je me suis forcée à faire des entraînements dans des conditions où franchement j'aurais juste dû me reposer ou pas... Enfin, juste m'écouter en Tu fait. t'es imposé un rythme Oui, parce que tu t'es dit c'est comme ça et c'est pas autrement. c'est ça. Et ce côté. J'avais ce côté beaucoup trop dur et trop rigide avec moi. Et comme je te l'ai dit, la discipline, j'y crois de fou. Parce que je suis persuadée que c'est elle qui te mène au bout de tes projets. Mais je me suis dit que si j'arrivais à mettre un petit peu de douceur dans tout ça, je pouvais tout autant y arriver. Et puis Ouais. aujourd'hui, c'est le cas. Et je me rends compte que j'ai trouvé un équilibre en fait. Je suis pas obligée d'être qu'un bourreau avec moi-même ou quelqu'un avec un fouet en train de me dire tout le temps vas-y, fais-le, sinon tu le fais pas, ça ira pas. Mais avec un peu de douceur, je pense que tu peux aussi arriver à faire les choses. Quel rapport tu as avec le regard des autres? Ou quel est ton point de vue actuel du regard des autres? Je m'en fous. Genre vraiment. En fait, Quel conseil tu donnerais à une personne qui en est impactée, justement? alors moi, pour en avoir été impactée, justement, je dirais, tout en revient à ça souvent, mais c'est un très gros manque d'amour propre en fait. Quand on s'aime pas, on se met pas en priorité, on se donne pas des choses, on se met pas sur un piédestal, on prend pas soin de soi en fait comme on devrait. Et puis je pense que on se rabaisse beaucoup aussi. Et puis d'apprendre aussi à tenir un discours interne qui est positif et différent envers soi, ça peut déjà aller vers une voie de réconciliation envers soi-même. Je pense que la voie de la guérison, elle passe vraiment par la compréhension de soi. Plus tu te comprends, plus tu sais comment tu fonctionnes et moins tu répètes les mêmes erreurs. Si tu sais que telle ou telle chose te fait du mal et que tu en prends conscience, t'apprends à plus le faire. Mais si tu mets Hmm. toujours, si tu le laisses toujours sous la table, tu fais comme s'il y avait rien et au final t'évolues pas. Puis la vie c'est bien connu, c'est une répétition de schéma infini. Je dis toujours, si tu veux pouvoir donner aux autres, il faut que tu aies déjà quelque chose à donner. Et ça part tant sur le point de vue ce qu'on a à l'intérieur de soi, pas que sur le point de vue financier. Tu vois, la richesse c'est quelque chose d'important, comme on l'a dit tout à l'heure. Si tu veux pouvoir donner aux autres, il faut aussi posséder. Mais je pense que ce que tu as à l'intérieur aussi, c'est important. Nourris-toi de choses positives, fais des choses que t'aimes. Si t'aimes chanter, chante. Même si tu chantes mal, c'est pas grave, chante pour toi, tu vois. Oui. Si t'aimes dessiner, dessine. Même si tu dessines mal, tu t'en fous, en fait, tu le fais pour toi. Et tu vois, si on peut parler de course à pied un petit peu, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que moi, comme je le fais pas pour les autres, je le fais vraiment pour moi. Et si par exemple 5 km c'était mon maximum, rien que le fait de faire 5,1 km, c'est déjà un progrès. Et en fait, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est de ne pas se comparer aux autres et de se comparer qu'à elles pour devenir vraiment la meilleure version d'elles-mêmes. Pour le premier gros trail que j'ai fait de 60 km,
c'est ce que je me disais. Je me disais, mais j'ai tellement travaillé, j'ai tellement investi en moi pendant des semaines que je ferai le résultat que je mérite. Peu importe la place que je fais, en fait, elle sera juste. Ce sera celle que je mérite. C'est clair, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais sur le un peu mieux qu'hier, le Mhm. un peu mieux qu'avant en tout cas. Euh, je pense qu'on peut tous commencer par là, même avec des toutes petites choses. C'est Je ça. pense que le point de départ, c'est de trouver un truc que tu as du mal à faire, même la plus petite chose en question, et la faire. Et puis remplir ton cœur de choses positives. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans des périodes où on n'est pas bien, on a tendance à broyer du noir et à Hmm, avoir peur de plein de choses. Peur de certaines choses, en fait, qui vont même peut-être jamais se produire. Et de se dire, bah en fait, au lieu de passer mon temps à avoir peur, ben vas-y, je vais me consacrer à autre chose. Je vais essayer de m'intéresser, bah comme tu dis, je vais lire des livres. Je vais, oh bah tiens, j'ai pas confiance en mon corps, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, je vais aller faire un shooting photo. Je vais oser me mettre devant l'objectif. Puis ces photos, je suis pas obligée de les montrer à qui que ce soit, hein. Je le fais juste pour moi, juste pour me libérer un peu. Et je pense que c'est en sortant de cette zone de confort qu'on apprend à se connaître aussi, parce qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas après. Mais c'est si on sûr. reste toujours dans la zone du connu, il va rien se passer de différent. Le temps passera. Le temps passera qu'on le veuille ou non, et Mhm. si on prend pas le temps de régler les problèmes, ils resteront, Oui, et ils s'il y a bien perdureront. un truc sur lequel on est tous égaux, c'est le temps. Le temps passe vite et puis ben c'est dommage des fois de se réveiller à 40 ans et de réaliser ces choses-là. Donc si aujourd'hui je trouve qu'on a tellement de chance avec YouTube, avec les podcasts, les plateformes qu'on nous offre de pouvoir justement prendre conscience de certaines choses et de se dire ben waouh, lui il a 20 ans, il l'a fait, et puis moi j'en ai 17, du coup je peux le faire aussi. Bien sûr. Et puis on peut avoir ces prises de conscience de plus en plus jeunes, je pense. On parlait pendant qu'on courait tout à l'heure de ce principe de peu importe quel est ton moteur, en fait, tant qu'il te pousse vers l'avant, c'est bon. On parlait de ce parallèle entre. Personnellement, il y a une période de ma vie où j'ai été vraiment poussé par la colère. Oui, Par la colère et le besoin de prouver qu'ils se sont trompés à mon sujet. oui, Aujourd'hui, je te disais, c'est totalement différent. C'est plus ce besoin de me rapprocher de la meilleure version de moi-même. Et cette meilleure version de moi-même, je sais pas ce que c'est. Je oui, sais pas jusqu'où je pourrais aller. Mais ce que je sais, c'est que ça peut être mieux qu'aujourd'hui. Donc, bien on y sûr. va petit à petit, peu importe les actions que ça demande d'entreprendre. Ça peut être dans la création de contenu, ça peut être dans la création de projets, Mhm. des épreuves sportives, on en parlera peut-être. Mais je pense que peu importe, en fait, on pourrait te dire, si ton moteur c'est la colère, forcément c'est pas bon, tu vas te faire du mal. Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'à une période, ça va te permettre d'avancer, ça Bien va te sûr. permettre d'aller de l'avant. Et après, tu vas passer par une transition Mais il faut vivre chacune de ces phases à fond, et accepter de les à vivre parce que en 200%. fait sinon Comme tu ça disais tout à l'heure, implose au fond quand de tu toi. parlais de programmer par exemple ton année d'entraînement ou combien de fois je m'entraîne par semaine? Oui, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Mais exactement. entre 2 fois et 4 fois, il y a 52 séances, il y a 104 séances d'écart sur une année. Exactement. Oui, Imagine le résultat que ça pourrait produire. c'est ça. En fait, tu as le choix en mettant des actions en place de pouvoir arriver beaucoup plus vite. Mais justement, on en revient à ce qu'on disait, l'effet cumulé, toutes ces petites choses du quotidien qui te donnent un résultat au bout d'un certain temps. Puis les gens se rendent pas compte que toutes leurs actions en fait dans leur vie, c'est que ça. Ouais, Les gens viennent chez moi, ils sont parfois étonnés d'être dans un corps en surpoids, par exemple. Alors, au-delà des maladies, hein, parce que bah, bien évidemment, des fois, on choisit pas, mais on est quand même, on est responsable du corps qu'on a. On est la somme de toutes ces habitudes-là. Si bien aujourd'hui on en est sûr. rendu à ce stade, si moi, il y a quelques années en arrière, j'ai pris 20 kilos parce que justement, j'ai poussé mon corps à bout, bah, je suis responsable de ça. Alors oui, c'est triste. Bah oui, malheureusement, oui, j'ai pris du poids, j'ai eu des comportements excessifs avec la nourriture, mais je l'accepte, ça fait partie de moi, en fait, c'est comme ça. Et si je me suis retrouvée dans cet état, c'est à cause de moi. Et j'ai décidé aussi de, bah, justement, de plus me comporter comme une victime, et puis de rapporter toujours à ce qu'on m'avait fait. Parce qu'en vérité, la vie se charge de ces gens. Chacun son chemin, et puis la seule chose que tu peux faire, je pense, pour prendre ta revanche, même si c'est pas beau de dire prendre sa revanche, mais en fait, juste sois heureux. Sois heureux, fais les trucs pour toi, réussis, et puis si ces gens-là ont vraiment un intérêt à te suivre et à regarder ce que tu fais, bah, au pire, ça les emmerdera, hein. Je rebondis sur un truc que tu disais encore une fois pendant notre footing, décidément. C'était euh, les gens ont du mal à accepter l'idée que si ils sortent de 10 ans de mauvais comportement, ça va peut-être Ah oui, prendre 10 ans de plus pour juste retrouver le niveau zéro, pour rattraper le exactement. retard qui a été créé en fait. Oui.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, si pendant 10 ans, tu as fait que des mauvaises actions, on va prendre par exemple ben, au niveau de la remise en forme, puisque c'est mon domaine, ben, potentiellement, si tu veux revenir en arrière, il faudrait le faire pareil pendant 10 ans pour revenir, comme tu dis, au niveau zéro. Et ensuite, une fois que tu aurais passé ces 10 ans-là, ben, continuer à mettre des bonnes T'as une actions en dette à place. payer. Voilà, tu as une dette à payer exactement. Et une fois que tu as payé ta dette, ben là, tu dois continuer de mettre ces bonnes actions en place pour montrer que tu as compris la leçon. Et puis que maintenant, ça peut aller de manière positive. Mais plus tu t'en rends compte tard, et plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a toujours cette fameuse phrase qui dit ouais, c'est plus difficile de changer quand on a 40 ans. C'est vrai, oui et non, parce que je pense qu'on peut toujours changer. C'est trop dommage de se mettre une limite et de se dire ah ben c'est trop tard, je suis foutu. Il y a des fois, il faut juste accepter l'idée que ça va prendre longtemps, que ça va pas être marrant, que ça va Ouais, être difficile et qu'il y aura aucune gratification dans l'instant pendant peut-être des années. Tu sais. oui, Tu mais vas je pense que t'entraîner, le tout c'est d'être en chemin en fait. Peu- totalement, mais faut accepter cette idée que ça va prendre du temps. Oui, Tu vas peut-être passer de 120 kilos de poids de corps à 115, mais 115 c'est toujours une très mauvaise santé. c'est ça. Mais c'est mieux que 120, et Ben, tu vas passer à 110, 100, 90, à un moment tu seras en forme. pour faire un parallèle Faut à pas lâcher. à ma situation, j'ai toujours eu un poids de corps autour des 50-52 kilos. Hein. Je fais 1,56 m pour ceux qui se poseraient la question, comme ça on peut mettre un profil. Et quand j'ai pris du poids, je suis montée à presque 65 kilos. Et en fait, je suis restée coincée à ces 65 kilos Ok. pendant 1 an et demi, je pense, en fait. Peu importe que je fasse du sport, que je mange bien, que j'ai une hygiène, que ci, que ça, parce qu'en fait, j'avais pas encore accepté l'idée que ben, si mon corps faisait ce poids-là maintenant dans l'instant présent, c'est qu'il en avait besoin. Et puis ben, le jour où j'ai vraiment accepté ça, ben, j'ai pu mettre en place des actions dans ma vie qui ont fait que je me suis comportée différemment avec moi-même. J'ai arrêté d'aller m'entraîner à 5 heures du matin à la salle de sport. À la place, j'allais faire des footings. Je me suis vraiment détachée de tout cet univers-là. Et c'est comme si, quand j'ai fait ça, en fait, j'ai lâché un poids. Et c'est le cas de le dire. Et je pense que là, il y a pour certaines personnes un énorme poids psychologique que l'on porte et que l'on n'ose pas déposer, puis qui reste en fait simplement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui perdent jamais de poids. Parce qu'ils sortent pas de leur réalité. Ils changent pas leur schéma de pensée et leur mode de fonctionnement. Ok, pour revenir sur ta partie bodybuilding, bikini, tout ça, à partir de quand, quelles ont été tes prises de conscience en mode, tu parlais de la santé, Mhm. mais à partir de quand tu t'es dit, ok là c'est trop, faut que j'arrête, faut que je prenne des décisions, comment ça s'est passé? Tu dis plus par rapport à bikini ou par rapport à la moto? Non, en bikini. Plus par rapport à bikini, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a la crise sanitaire qui a débarqué. Mhm. Et ben, c'était très nouveau pour tout le monde, hein. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre, ni comment ça allait se passer. Et à ce moment-là, ben, j'avais commencé à coacher en salle de sport. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, de nouveau, 2 mois après avoir commencé de coacher, les salles ferment. Donc je me dis, punaise, c'est quand même pas possible. Je trouve un truc qui me plaît. Puis là, on me recoupe l'herbe sous les pieds. Je me retrouve de nouveau sans rien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, en fait, les mois passent. Et il se passe rien, à part qu'on n'a pas le droit de travailler. Moi, je suis jeune indépendante dans le milieu du sport. Là, je m'étais mis en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2018, donc ça faisait peut-être 2 3 ans, mais je gagnais pas assez en fait pour bénéficier d'aide de l'État. Donc, ben, je vois mes économies qui fondent. J'ai un appartement, une voiture et en fait, je sombre. Je pensais que ma rupture et les choses comme ça avait été quelque chose de très difficile, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment, je pense, la partie de ma vie la plus T'es difficile. seul à ce moment ou t'es Ouais, entouré? je suis seule à ce moment. Seul. Je viens de prendre mon appartement en plus. Donc vraiment, je me retrouve seule dans ce petit studio un peu miteux Ok. parce que j'avais pas forcément les moyens pour prendre quelque chose de plus grand. Donc déjà, j'étais pas forcément bien dans mon lieu de vie. Puis à ce moment-là, il faut savoir aussi que j'ai beaucoup d'addictions dans ma vie qui me permettent de tenir, que ce soit l'aspartame, la caféine, les somnifères, la fumette, hein, même avant d'aller m'endormir parce que j'avais tellement d'angoisse que j'étais incapable de m'endormir autrement. Et bah, en fait, je me retrouve un jour, je me souviens, je suis dans mon lit et j'ai fumé, j'ai pris un somnifère et c'est comme si je sors de mon corps à ce moment-là et je me vois coucher dans ce lit et je me dis, mais c'est ça ta vie? C'est ça que t'as envie Je de... rigole presque parce que vraiment, Ouais. je me dis, mais c'est ça ta vie, c'est ça que tu veux être, c'est ça la patronne de ta vie. Je dis, bah putain, t'es vachement forte comme femme. Tu sais, vraiment, je me fais vraiment cette réflexion et je reviens à moi
Et je me dis non, en fait, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et du coup, je me dis, ben, tu sais quoi, ok, les salles, elles sont fermées, c'est pas grave, vas-y. Je vais prendre le peu d'argent que j'ai sur mon compte. Je crois que j'avais pris 200 balles, j'avais investi dans un petit peu de matériel, 3 élastiques, une roulette pour faire des abdos. Puis j'ai commencé à coacher les gens dehors. Puis on arrivait sur l'hiver et les gens commençaient à avoir froid. Du coup, ben, je coachais dans mon petit studio de 10 mètres carrés. Et puis je disais, c'est pas grave, allez, on accroche le TRX, on y va, on continue. Et puis peu Ouais. importe, c'est pas grave. Et il y a Ok. des gens qui m'ont donné de la crédibilité dans ce que je faisais. Et je me disais, mais putain, c'est fou, ces gens-là, ils croient en moi. Et en fait, ça m'a renourri en énergie. Et j'ai commencé à faire du coaching à domicile. Après, du coup, je me déplaçais chez les gens. Donc Je- tu as doucement remplacé cette période bikini par cette période coaching. Oui, exactement. Mais j'en avais Ok. pas encore fini avec les compétitions à ce D'accord. moment-là. Ok. On y reviendra, mais du coup, parfois même, je faisais 2 heures de voiture pour aller coacher des gens parce que je me disais, ben, au moins, je fais quelque chose. Hmm. Et Toujours pendant le confinement. toujours pendant le confinement. Ouais. Et un jour, je fais 2 heures de route pour aller coacher un client. Et on a une discussion après le coaching et il me dit, mais il faut que Polyamef, ça devienne un fitness en fait. Et puis moi, à ce moment-là, voilà, je fais du coaching à domicile dans ma voiture. Super. Oui, ouais, je veux bien, j'ai pas d'argent. Enfin, voilà, comment je vais faire ça? Enfin, c'était pas impensable pour moi. Et les mois passent, je me réengage dans une compétition bikini, euh, peu après la réouverture des salles. Puis là, à ce moment-là, quand je fais cette compétition, il y a tout qui me dit de pas monter sur scène. J'ai un problème avec mes billets d'avion, mon bikini casse 2 secondes avant de monter sur scène. Et surtout, à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment retouché le fond par rapport à mes troubles alimentaires. Je me sens pas bien, je suis maigre, je suis pas en bonne santé. Et en fait, j'ai cette phase de réalisation où je me dis, mais Pauliane, est-ce que c'est vraiment ce modèle-là que tu veux être pour les femmes que tu coaches aujourd'hui? Hmm. Est-ce que c'est vraiment ça l'exemple que tu veux? Ok. Et quand j'ai pris cette décision-là, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Je peux plus, je veux plus faire du mal à mon corps, en fait. Et là, bah, justement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai repris du poids, pas Vraiment mal. aller au bout, tu sais. Ouais, ouais, C'était la limite. c'était la limite, c'était trop. Ouais. Puis surtout, bah, en fait, j'étais tellement animée par ce que je faisais en coaching que je me disais, mais c'est pas toi. C'est trop dommage de faire ça, t'es en train de te saccager. Et puis en plus, quand tu fais ça, t'es fatigué, t'as pas d'énergie. Enfin, mets cette énergie dans autre chose. Utilise tes souffrances, utilise ce qui te fait du mal pour créer un moteur si énorme que tu pourras construire tout ce que tu veux. Et j'ai réussi justement avec beaucoup de temps, de patience et de bienveillance aussi envers moi-même, petit à petit à créer un moteur tellement super performant que je veux pas dire que j'ai peur de rien aujourd'hui parce que c'est pas vrai, mais je prends plus de risques et je j'hésite pas à me lancer. Et ce qui s'est passé, c'est après justement cette compétition, j'ai continué à coacher dans la salle de sport où je coachais, comme les activités avaient repris, hein, que la crise sanitaire était passée. Et là, un jour, justement, je bois un café avec une connaissance et elle me dit, mais pourquoi t'ouvrirais pas ta salle? Puis là, de nouveau, je me dis, c'est fou, c'est déjà la 2e fois que j'entends ça quand même, tu vois. Puis de nouveau, je me dis, mais c'est pas... Je sais pas, enfin... Ouais, je sais pas. Et 1 ou 2 semaines plus tard, je tombe sur Facebook sur une annonce d'un local qui est pas très loin de chez moi. Puis je vais le visiter. Puis ben là, j'embarque mes parents dans la confidence. Je les fais venir avec moi et je dis, écoutez, j'ai vu ce local, j'aimerais que vous veniez le voir avec moi, ça me plaît, j'ai envie d'ouvrir ma salle. Et en fait, ils m'ont soutenu et ils m'ont suivi. J'ai dit à mon père, écoute, j'aimerais juste que tu me prêtes des mois de loyer pour au cas où, quand je démarre, que ça aille ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement capable de tenir et gérer une salle de sport. Ça a tellement fonctionné à tel point qu'au bout de 4 mois, j'ai pu prendre une plus grande salle en l'espace de 3 ans. Ce qui est absolument énorme pour quelqu'un qui n'avait absolument aucune confiance en elle. Mais comme quoi, tout est possible quand on décide de faire de ses pensées un moteur positif et Aujourd'hui, pas il y a peut-être négatif. des gens, des jeunes filles ou quoi qui peuvent s'identifier à toi, peut-être qui passent par ce par quoi t'es passé Oui, et qui se disent, mais peut-être qu'ils rêvent d'atteindre ta position d'aujourd'hui et tout ça. Ouais. Ce qu'il faudrait pas oublier de faire, c'est de rappeler que peut-être la Polyane de 17 ans, elle était encore plus perdue que toi qui nous écoutes. oui, bien sûr, c'est vrai, absolument. Et c'est fou parce que des fois, tu sais, tu te fais ta rétrospective où tu te dis, mais tu t'assois, tu penses et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il y a 5 ans, j'étais là et j'aurais jamais imaginé tout ça possible. C'est vrai. Et puis tu vois la phrase de et si, vraiment, Ouais. chaque action que tu fais, tu vois, c'est comme on disait, si tu t'entraînes 1 fois par semaine pendant un an, ça fait 48 entraînements. Mais si tu t'entraînes 2 fois, bah on passe vite à 90. Et puis Hmm. 3 fois, on passe vite à 150. Et en fait,
Ça dépend, mais à quelle vitesse tu veux aller? C'est comme, faut bien prendre conscience qu'un week-end par semaine, c'est plus de 100 jours par an. Oui, Si tu décides le samedi et le dimanche de ne rien faire, c'est 100 jours par an que tu donnes, que tu mets à la poubelle. exactement. Entre guillemets, tu sais. Et on a tous le temps, tout est une question de répartition. C'est ça, et après on entend j'ai pas le temps, c'est trop dur, ceci, cela. Oui, Tu fais quoi de ton samedi? Tu fais quoi de ton dimanche? c'est ça. Aujourd'hui, j'ai développé une manière de voir où j'arrive à faire 4 jours dans un jour, en fait. Bien sûr. En segmentant ma journée en 4 parties. Tout est sociétal, hein. Manger matin, midi, soir, c'est sociétal. Se coucher à 22h, c'est sociétal. Enfin, je veux dire, tu es libre en fait de faire comme tu l'entends. Il faut juste assumer les conséquences le lendemain si t'es si t'es fatigué. Mais bien évidemment, les gens pourront dire que, et toi et moi d'ailleurs, on a de la chance, mais je pense que la chance, on la provoque. J'ai travaillé pour en arriver là pendant plus de 5 ans. J'ai été sur les chantiers, à travailler par tous les temps. J'allais en moto au travail, qui vente, qui pleuve, qui neige, j'arrivais gelée. Il fallait encore partir sur le chantier, déplacer des échafaudages, peindre des façades à 10 mètres de haut alors que j'avais le vertige et que j'avais que mes yeux pour pleurer. Puis quand on te dit qu'il faut pas peindre en extérieur quand il fait moins de 6 degrés, je crois, et puis qu'on faisait de la peinture à moins 10 degrés dehors, en fait, c'est toutes des choses que j'ai vécues que je regrette pas aujourd'hui parce que ça m'a appris à travailler. C'était difficile. Franchement, c'était vraiment des phases de ma vie qui étaient difficiles, mais c'était aussi mon choix. Je te rappelle que j'avais envie de prouver que j'étais capable, donc c'était mon choix d'être là. Hmm, Tu vois, mais tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, ben, l'inconfort mène au confort et tu le savoures encore plus quand t'es passé par là. c'est fort ce que tu dis. C'est Tu fort vois, ce que tu dis. je me faisais la réflexion l'autre fois que pour toutes les fois où j'ai eu froid sur les chantiers, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, hein, le fait Ouais. qu'il fasse froid. Ben, ça fait longtemps que j'ai plus eu froid comme ça maintenant. La dernière fois que j'ai eu froid, c'était pendant que j'étais en train de faire un shooting photo pour une marque de trail. Tu vois, Ok. c'est quand même plus cool. Ouais. Tu vois ce que je Excellent. veux dire? Mais comme quoi, on est libre aussi de choisir ses difficultés. Et puis, justement, je suis rentrée dans le monde du trail au mois d'avril. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça va faire 8 ou 9 mois là maintenant, du coup. Et quand j'ai commencé à courir, bah, justement, c'était en partie en écoutant tes podcasts aussi. Puis bah, David, où je me suis dit, mais waouh, ce mec a couru 169 km, pourquoi pas moi? Je vais m'inscrire à une course, je sais pas laquelle encore, donc je rentre chez moi le soir bien déterminée, je regarde toutes les courses qu'il y a et je me dis, bon, 57 km c'est pas mal, non? Tu sais, et je crois que je réalisais pas en Et fait à ce encore. moment-là, c'était quoi ton meilleur. Bah rien, Ta meilleure distance? T'avais rien du parcouru tout, encore. ça faisait une semaine que je courais. Ok. Et puis Ok. 3700 de dénivelé positif, hein, pour les connaisseurs, c'est quand même assez raide. Puis voilà, je me suis dit, bah j'ai 6 mois. Et puis j'ai fait 3 autres courses aussi en parallèle, un 30, un 24 et un 17. J'ai fait en inversé, puis après je suis repartie sur le grand. Et je me disais, c'est Ok. fou parce que quand j'ai fait cette course de trail, c'était sans déconner le moment le plus difficile de toute ma vie, mais sur le point physique. Et je me disais, mais c'est moi qui ai choisi d'être là. Là, je t'avoue que j'ai quand même pas mal extériorisé, hein. J'ai beaucoup pleuré sur cette course, de me dire, c'était un mélange de fierté de me dire, vas-y, j'y suis. C'est bon, je tiens mes engagements, j'y suis. Et un mélange de j'ai mal, un mélange de qu'est-ce que je fous là. Genre vraiment, j'ai eu un. Je pense je l'ai terminé en 9h53 minutes. Bah, en 9h53 minutes, tu as le temps d'avoir une conversation avec toi-même qui est très intéressante. Genre vraiment, ça te pousse dans tous tes retranchements. Au bout du kilomètre 40, j'ai senti des douleurs dans mes jambes que je ne connaissais pas, qui C'est étaient des clair. douleurs mécaniques parce que en fait, la course à pied, la course au trail, il y a tout un processus d'adaptation en fait qui doit se mettre en place. Il faut apprendre à courir. Voilà, il faut apprendre à courir aussi déjà de 1 parce que je pense pas qu'en 6 mois tu sais parfaitement courir, hein. Et surtout que ben, quand t'es pas habitué à une telle surcharge, bah en fait ton corps il te dit stop au bout d'un moment. Et puis là, sur cette course-là, j'ai fait 70 000 pas, ce qui représente à peu près 35 000 fentes. Si on regarde avec la dénivelée qu'il y avait, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Moi qui courais pas 6 mois en arrière, ben, je me dis... Bravo pour ça d'ailleurs. bah merci, mais je me dis que, ben, en fait, là tu vois la limite du corps. Ma tête voulait, mais mon corps voulait plus. Et j'essayais de me dire tant bien que mal, fais comme si t'avais pas mal, tu sais, fais semblant, parce que je sais bien faire ça quand j'ai une tolérance à la douleur qui est assez élevée, assez haute, hein. Je pense que pour pas mal de sportifs c'est le cas. Et je me disais, mais vas-y, fais comme si tu sentais rien, fais comme s'il y avait rien. Et puis en fait, ça fonctionnait pas. Et c'est là aussi où je me suis vraiment retrouvée face à un mur. Et tu sais, à ce moment-là, je te l'ai dit, j'ai fait un truc que je fais pas spécialement. J'ai appelé ma mère
au 43e kilomètre. Et puis je me suis effondrée, puis il partait dans le sud de la France avec mon père, et je lui dis mais je t'aime, je veux juste que, je veux juste que tu le saches. Et c'est beau en fait quand tu dis je t'aime avec tellement d'intention, et je me suis rendu compte à quel point je leur disais pas assez je t'aime aussi, tu vois, Ok, à mes parents. ok, Et tu vois, si j'avais pas vécu cette course, dis-moi. je l'aurais pas fait. Ok, C'est ça qui est fou, c'est que tu te dis chaque petite porte, chaque petite chose où tu vas, en fait, ça t'amène à quelque chose. Et si en fait, au final, le truc le plus beau que j'ai pu faire sur cette course, c'est appeler ma mère et lui dire je t'aime, ben, j'ai déjà tout gagné, tu vois. c'est déjà quelque chose, ok, Ouais. ok. Qu'est-ce que ce premier ultra, avec toute la préparation qui va avec, a changé dans ta vie? Je dirais que ben, j'ai gagné encore un peu plus confiance en moi et en ma capacité à faire les choses. Je trouve que s'il y a une valeur qui est super importante pour moi dans la vie, c'est l'engagement déjà, puis d'incarner réellement ce que l'on fait. Et c'est vrai que quand j'ai dit que j'allais faire cette course, j'allais faire cette course. Quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Et tu vois, quand je t'ai parlé des 10 kilomètres par jour pendant 10 jours, là, parce que je m'ennuyais un petit peu, puis qu'il fallait que je me lance un défi, bah je l'ai fait. On Ouais, l'a terminé aujourd'hui ensemble. Je suis trop ouais, contente de l'avoir terminé avec toi d'ailleurs, parce que ça m'a grave motivée. Mais je trouve que l'engagement, c'est tellement important. Si tu t'engages pas dans quelque chose, t'as pas de résultat non plus, tu vois. Et surtout, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un engagement avec toi-même. exactement. Je gagnais rien à faire cette course, je veux dire. Je paye pour aller me faire du mal sur un trail, tu vois ce que je veux dire. Totalement, totalement. Donc je paye pour aller faire 60 bornes, et puis voilà. Puis en fait, ce que ça t'apporte, c'est je suis capable. Et je pense que c'est Exact. beaucoup ça que je cherchais Et ça, avant tu aussi. l'achètes pas. Non, tu l'achètes pas, tu le prouves en le faisant en fait. Tu peux avoir tout l'argent du monde si t'as une très mauvaise estime de toi-même, Mhm. si t'arrives pas à prendre tes responsabilités, si t'arrives pas à tenir tes engagements envers les autres, envers toi-même, Oui. tu seras misérable. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je te disais avant, je suis contente d'être passée par de la pauvreté, par un manque d'estime de moi, par tout, tout le mal que j'ai pu me faire, hein. Au final, je suis contente d'être passée par là, parce que ça apprend la valeur des choses. Bien Tu sûr. prends beaucoup plus conscience de tout ce que tu as autour de toi, que ben, le bonheur, ça s'achète pas, en fait. C'est vraiment une quête profonde qu'on a au fond de soi. Je pense que aussi les erreurs que j'ai faites dans mon passé, aussi de par le sport et toutes ces choses-là, tout le mal que j'ai pu me faire aussi, c'était parce que j'étais jeune, j'étais pas construite, je cherchais Bien mes sûr. limites. Tu t'es Et. plongé par toi-même dans 2, 3, 4 domaines très rapidement, à fond. Mhm. En fait, t'avais pas forcément les fondations, ou Non, pas tu du savais tout. pas forcément où te situer. Donc t'as dû forcément tomber, te relever. Et puis tu vois, ce qui est dommage, c'est que ben, ces choses-là m'ont écarté de tous les dons que j'ai. Que ce soit de la musique, tu vois, je prenais plus le temps de jouer du piano alors que c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Ok. Je prenais plus le temps de dessiner, je prenais plus le temps d'écrire. J'ai vécu pendant, je pense, 10 ans de ma vie, comme je te le disais, sans spiritualité, Hmm. sans conviction, sans foi, en fait, et sans la foi, sans ce en quoi on croit, en fait, au final, peu importe comment on l'appelle, Dieu, l'univers, Bien sûr. la toute-puissance, peu importe le nom qu'on décide de lui donner, si on croit pas en quelque chose, bah c'est quoi l'intérêt de la vie? Quand j'aurai 60 ans, j'ai envie de pouvoir me poser dans un fauteuil et puis me remémorer toutes ces choses-là et puis me dire, ah ouais, en fait, c'est un Exactement. truc de fou. Exactement. Et je pense que, comme on le disait, je crois que j'aime quand on dit que je suis folle, en vrai. Parce que ça me montre que je suis pas au même endroit que tout le monde. Et je pense que c'est pas où il y a tout le monde que tu trouves ce que tu recherches. Je pense que c'est quand t'es seul avec toi-même que tu trouves Ouais. ces choses-là, ces Quand, réponses. quand quelqu'un te déconseille de faire ce que tu es sur le point de faire, ou te dit que c'est peut-être trop, ou te dit que c'est... Regarde comment il se sent lui ou elle. Oui, Regarde l'état de sa vie. c'est ça. Moi, par exemple, typiquement, je dirais n'écoute pas de conseils de quelqu'un dont Et tu si n'as t'as pas envie pas. de lui ressembler, Voilà, exactement. tu n'as pas à l'écouter au final. Exactement. Écoute pas les conseils de quelqu'un dont tu n'envies pas sa vie. Je pense on est tous passés par là, et quand tu te retrouves seul, t'as pas forcément des amis, des proches à qui te confier, à demander l'avis sur ce que tu as envie de Oui, faire, etc. C'est difficile de se convaincre soi-même que, bah, même si je suis pas sûr de moi, même si je doute, j'ai peur d'aller dans cette direction, je le fais quand même. Je le fais quand même pour être sûr de voir ce qu'il y a là-bas. Si je le fais pas, je le verrai pas. mhm, J'en serai pas sûr, je resterai continuellement dans le doute. Je pense que douter à l'idée d'aurait... Comment formuler ça? Si j'y vais pas, je sais pas si j'en suis capable ou non. Comme ton premier try, par exemple. oui, Tu t'y es inscrit, t'y es allé. Avant d'avoir passé la ligne d'arrivée, tu savais pas que tu pouvais. oui, Tu l'avais jamais fait avant.
Mais donc tu y es allé. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit tu devrais faire ça, tu as raison de le faire, ce serait bien pour toi. C'est venu de soi. Je pense qu'il faut suivre sa voix intérieure. Des fois, ça va être une intuition, ça va être même pas un message que tu réussiras à décoder par toi-même. Ton intuition te parle énormément et se trompe très rarement en général. Hmm. Et c'est vrai que j'ai l'impression que moins on l'écoute, plus on l'étouffe. Ouais, Et plus ça ressort un jour, mais encore plus fort parce qu'on a refusé de voir la vérité en face. On parlait aussi notamment de l'amitié tout à l'heure, toi et moi, de ces gens qui tout à coup, du jour au lendemain, ça change. bien sûr. Tu Ouais. comprends pas pourquoi. Et justement, ben, de ces fameux mauvais conseils où tu devrais pas faire ça, ou Hmm. ci, ou ça. Et je pense que c'est beaucoup relié à la peur de l'échec. En fait, si toi tu réussis, comment l'autre va se sentir en fait? Est-ce que tu vas pas devenir meilleur que lui du coup? Ou est-ce que tu vas pas lui voler son rêve? Ou est-ce que lui rêverait pas d'être Ouais. à cette place-là? Tu lui Mais renvoies, tu m'as sorti cette phrase, je sais plus comment tu l'avais formulée, mais tu lui exposes son propre échec. Un ouais, truc tu comme les ça. renvoies à leur propre échec. C'est ça. Tu les renvoies à ce qu'ils n'arrivent pas eux faire. Mm. Mais la vérité, c'est que, comme tu l'as dit, quand je suis allée sur mon trail, c'est moi qui l'ai décidé. J'y suis allée. Tous les entraînements que j'ai faits, j'ai totalisé plus de 1147 km en l'espace de 7 mois d'entraînement. Donc je pense que j'avais en tout cas couru 1000 km En partant de zéro. en partant de zéro, Mm. exactement. Mais chaque kilomètre que je l'ai fait en me disant Intentionnellement. intentionnellement, et c'est moi qui serai sur ce trail, personne d'autre. Donc c'est pour ça que le matin je me lève, que je vais m'entraîner. C'est pour ça que je mange bien, c'est pour ça que j'essaye de dormir plus, parce que demain c'est personne d'autre que moi qui sera en train de faire ce challenge. Énorme. Et de nouveau, quand tu comprends pourquoi tu fais les choses et que tu y trouves un intérêt et du sens, et que c'est pas, tu vois, de nouveau, par exemple, ce que j'aime bien dans le trail, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est toi et toi seul, il n'y a pas de miroir comme à la salle de sport, il n'y a pas de téléphone, C'est du il n'y a, continu. y a pas de réseau, c'est juste toi et toi-même. Et je pense que c'est ce que je recherchais aussi, j'avais besoin de casser ce parallèle avec le bodybuilding où je me disais que j'étais tout le temps jugée par rapport à mon image. Là, en fait, j'ai plus envie de jugement par rapport à mon image. J'ai juste envie de m'accepter comme je suis et de laisser cette chance à la vie de me donner le corps que je mérite. Et je me suis dit, tu sais quoi, Pauliane, il y a 2 ans en arrière, quand je faisais 65 kilos, je me suis dit, bah, tu sais quoi, et même si tu devais faire 100 kilos, bah, c'est que c'est juste, en fait. C'est que ton corps, il en aura besoin. Mais toi, tu sais ce que tu fais? Fais du mieux que tu peux. Mange bien, dors bien, va à la salle, entraîne-toi, va courir, et tu verras. Mais arrête de t'accrocher, de te mettre des exigences et puis de penser que en faisant telle ou telle chose, tu vas enfin obtenir le physique que tu veux ou le corps dans lequel tu te sentiras bien, si je peux dire ça comme ça plutôt. Et en fait, en m'écoutant simplement et avec de la bienveillance et en arrêtant de m'accrocher à tous ces idéaux que je m'étais fixés, ben ce poids s'en est en allé. Tu vois, sans régime ni rien, c'est vraiment Ouais. c'est un travail purement mental en fait que j'ai fait. Et je suis vraiment fière de ça parce que ben c'était la première fois de ma vie où je faisais pas du sport dans le but de maigrir, où je me privais pas de manger dans le but de maigrir parce qu'il y avait toujours ça hein, là derrière. Là, je mangeais parce que j'avais besoin d'énergie pour courir. Ouais. J'allais courir parce que j'avais une montagne à gravir, si on peut dire ça comme ça. Et d'avoir remplacé ces objectifs, comme je disais, de mutilation envers moi-même en quelque chose de beau et de positif, quelque chose qui me nourrit, ben, c'est quoi, j'ai jamais eu autant d'énergie que depuis que je cours. Quand je faisais des compétitions de bikini, j'étais tout le temps affamée, j'étais tout le temps fatiguée. Et là, j'ai jamais autant d'énergie que maintenant. Et pourtant, j'en fais. C'est ça. Je suis encore plus productive dans mon travail. Je veux pas dire que je fais plus de sport parce que c'est pas le cas. Je fais toujours une séance de sport par jour, j'aime bien. De temps en temps, je m'accorde un jour de repos quand j'en ai besoin. Mais j'ai une productivité dans mon travail qui est tellement énorme maintenant depuis que je concentre mon énergie ailleurs que juste sur mon propre petit physique. Au final, si t'es pas bien avec toi-même, le physique ça n'apporte rien. Hein. T'es même pas capable de te voir réellement comme t'es. Je te l'ai dit, même quand j'étais sèche, même quand j'avais le six-pack, j'étais incapable de voir cette personne-là. Pour moi, j'étais toujours trop grosse. Donc c'est quoi le bénéfice de tout ça? Rien. C'est fort parce que quand tu parles de cette période où tu te battais pour ces compétitions, bikini, etc., les entraînements, la diète, tous ces sacrifices, t'avais le meilleur physique que tu n'auras probablement jamais de toute ta Ouais. vie, et tu te sentais quasiment au plus bas Ouais, c'est vrai. à cette période en Oui. même temps. Et tu vois, je vais te raconter un truc un peu perso euh, qui est. C'est assez. Enfin, c'est pas difficile pour moi d'en parler, mais c'est fort quand même. J'avais dit à ma mère, quand j'étais dans mon trip un peu bikini, puis que je faisais 45 kilos, j'avais dit tu sais, si un jour je passe la barre des 60 kilos, je mettrai fin à ma vie. C'était impensable pour moi d'imaginer ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard,
bah, j'ai passé cette barre des 60 kilos, hein, je t'ai dit, je suis montée à 65. Mais je ne le savais pas, en fait, parce que j'avais arrêté de me peser à cette époque. Un jour, je suis dans mon bureau et ça me marque que ma balance n'a plus de piles et qu'il faut que j'en remette. Du coup, je vais en acheter, je mets les piles et c'est marqué montez et pesez-vous pour créer un profil utilisateur. Et là, à ce moment-là, moi, dans ma tête, c'est vrai que c'était au moment où j'avais arrêté la compétition. J'avais ouvert ma salle et tout. Ça fait un moment que je me pesais plus puis que je m'étais concentrée vraiment sur mon travail. Bah, je monte sur la balance et je vois écrit 65 kilos. Et là, dans ma tête, tu sais, j'ai cette phrase que j'ai dit à ma mère il y a quelques années en arrière, que si un jour je dépassais la barre des 60 kilos, j'allais me supprimer, quoi. Puis là, je m'assois sur le canapé qui est à côté et je me dis, mais punaise, Pauliane, t'as ta salle de sport, t'as des clients qui t'aiment, tu fais ton job de rêve. Et c'est fou parce que au final, t'as jamais été aussi bien que maintenant dans ton corps et dans ta tête. Alors c'est clair et net que c'était pas forcément le physique que j'idéalisais, que j'aurais voulu ou aimé avoir. Mais en fait, j'avais jamais été aussi bien dans ma tête à ce moment-là que je me suis vraiment pris une claque. Ça m'a vraiment fait ressasser certaines choses que j'avais pas forcément envie de ressasser, mais je me suis dit, bah ah ouais, en fait, c'est pas qu'une histoire de poids, le bonheur. Tu vois, c'est pas qu'un chiffre. C'est Tu t'es vraiment rendu compte que tu t'étais trompé finalement. que je m'étais trompée, tu vois. Et c'est là, après, où petit à petit, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, ouais, mais bon, maintenant que j'ai compris cette leçon-là, j'aimerais quand même pas rester à ce poids-là, parce que je suis quand même lourde, c'est quand même pas mon... C'est quand même pas un poids dans lequel je me sens bien. T'es pas Et... au point de te dire c'est bon, là j'ai dépassé la limite, on va en finir. Ouais, non, non, pas du tout. J'étais très bien avec moi-même. Ouais. J'étais super C'était heureuse combien dans mon d'années job. auparavant que tu avais dit cette phrase à ta mère? Peut-être 3 ans. 3 ans avant. Mais je Ok. m'en souviens, tu sais, c'est ce que je te disais. Il y a souvent des phrases qu'on dit ou qu'on Bien sûr. entend qui nous restes. frappent et qui restent marquées au fer rouge en nous, je pense que indéfiniment, jusqu'à temps qu'on les guérisse. Bien sûr. Et je suis contente d'avoir eu cette réalisation, cette prise de conscience et de me dire, mais en fait, waouh, ça dépend pas que de ça. Puis je suis super heureuse maintenant, en fait. T'as tout de suite pris ce recul, rationalisé en mode mais attends, ce que t'as dit il y a 3 ans, c'est plus d'actualité en fait. Ouais, Parce que c'est regarde ça. tout ce que t'as créé autour. C'est ça, exactement. Et puis, ce qui est fou, c'est que je me rends compte à quel point je suis quelqu'un. Je peux pas dire que que j'étais exigeante avec moi. C'est pas le cas. J'étais quelqu'un de dur. Et entre l'exigence et la dureté, il y a un monde, je trouve. C'est bien d'être exigeant, d'avoir de l'ambition, mais justement, c'est comme je te l'expliquais, tu peux le faire avec quand même un petit peu de douceur et puis tout à fait y arriver. C'est ça. Tu vois, j'ai perdu mon poids en mangeant autant de sucre que ce que j'en avais jamais mangé, hein. C'est ça qui est paradoxal. On diabolise ces choses alors qu'en fait, au final, c'est une source d'énergie incroyable quand on fait du sport. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai réussi à faire de la nourriture mon allié, du sport un moment de bien-être et de bonheur où c'est pas je fais du sport pour me buter et maigrir, c'est je fais du sport pour me sentir bien. Et là, la philosophie, elle change complètement. Mais pour avoir un résultat différent, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ou quelque chose de différent, sinon tu vas répéter incessamment le même schéma. Là, on discute, tu sais, on parle de notre expérience. Tu parles de ton expérience, etc. Là, je vais plus parler pour moi, tu sais. Et je t'ai sorti cette phrase tout à l'heure. Je sais plus si c'était quand on courait ou quand on mangeait, mais en réalité, je cherche aussi les réponses. Tu sais, des fois, je prends la parole, etc. Que Oui. ce soit au camp d'entraînement, de temps en temps dans les podcasts. Mais je suis comme toi, je suis comme vous. Les réponses, on les cherche continuellement. Et un David Goggins, il te dira que son dernier livre, il s'appelle comment déjà? Never Finished. Ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est Non. continuel. Et c'est si tu t'arrêtes que tout s'arrête. Donc, ne prenez pas ce qu'on dit pour votre réalité. Je pense que tu seras d'accord Oui, avec c'est ça. ça, on a tous des réalités qui sont différentes. ça, c'est Continuez certain. de chercher, en fait. Continuez de chercher. Les réponses, elles sont en vous. Et c'est en insistant. Je pense que le meilleur conseil qu'on pourrait donner au final, c'est d'insister. C'est de croire que c'est possible et d'insister. Oui. Même si c'est... Des fois, tu vas passer par 1 an et demi de doute. C'est Tu ça. vas travailler sur toi, sur ton business, sur ton entreprise. Ou alors, tu es perdu, tu passes par une période de dépression. Mhm. Peu importe le contexte. Problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes sentimentaux, financiers. Insiste. Parce que c'est si tu t'arrêtes que tout s'écroule. C'est ça, tu sais, c'est comme avec le sport. Je dis toujours à mes clients, mais vous savez, le mouvement, c'est la vie, en fait.
Le jour où vous arrêtez, c'est fini et c'est difficile pour revenir en arrière. Je disais, moi, je préfère quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit, bon, j'ai des problèmes de genoux parce que je fais 100 bornes par jour à vélo, que quelqu'un qui me dit, bah, j'ai des problèmes de genoux parce que bah, j'ai rien fait. En Totalement. fait, et c'est là où on voit on voit tous la vie sous un prisme différent. Et puis, on parlait justement avant des challenges sportifs, mais pour moi, le fait de me fixer des challenges sportifs, c'est aussi de choisir moi-même mes propres difficultés. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, le fait de s'imposer à soi ses propres difficultés, ben, c'est Va chercher la douleur avant qu'elle vienne te chercher toi. Voilà, exactement, c'est la phrase que je cherchais. Ouais, c'est ça, totalement. Mais ouais, je ne connais pas la vérité. Je pense que tu n'aurais pas la prétention de dire que tu la connais non Non, plus. je la connais pas non plus. Je ne sais pas, tu sais. Mais après, je me demande Je peux vraiment pas. où elle est cette limite, tu vois, dans le sens où, ben, tu vois, tu commences avec une course de 30, après tu veux aller plus loin. On l'a évoqué aussi tous les deux, cette envie de potentiellement un jour se lancer sur un Ironman, tu C'est vois, sûr. pour toujours pouvoir aller chercher plus loin. Et là, typiquement, le challenge qu'on a terminé ensemble aujourd'hui, des 10 kilomètres par jour pendant 10 jours, je Que sais tu as fini et que je t'ai aidé aider à à finir. finir, ouais. Je sais que j'ai la capacité, sans prétention aucune, de courir 10 kilomètres. C'est pas un problème pour moi, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui devient assez simple pour moi avec du travail maintenant. Mais par contre, le faire tous les jours pendant 10 jours, Ouais. c'est pas simple. Mais je sais que si un jour j'ai envie justement de me confronter à des courses qui sont plus grandes et encore plus difficiles, il va falloir que je travaille aussi ce côté-là. Parce que comme tu le dis, quand tu es sur une course de trail, ton âme, elle a qu'une envie, c'est de se barrer, tu vois. Et de dire, bon, bah c'est bon, hein, on en a fini, là, j'ai mal partout, t'as chaque partie de ton corps qui te fait mal, tu vois, puis tu te demandes pourquoi t'es là. Mais je pense que ça se travaille aussi, et je le travaille aussi au travers de ces expériences et de ces challenges que je m'impose moi, et je me dis, mais si je suis capable de consacrer tous les jours 1 heure de mon temps pour pouvoir faire un 10 kilomètres, Ouais. ben, je suis capable demain, si j'ai envie de lancer un nouveau projet, de prendre tous les Exactement. jours 1 heure de mon temps à consacrer à lire des livres, à me cultiver, à appeler des personnes, Tu à crées faire tes des propres mails. points de référence. Exactement. Quand tu as fait un trail de 57 km, 59 km, que tu as couru non-stop pendant 8 heures, 9h53 minutes. 9h53 minutes, bah derrière, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles que courir non-stop pendant 9h53 minutes. Oui. Donc la vie devient plus facile. Oui. Mais c'est parce que tu as décidé de t'envoyer dans cette course et de le faire et d'y aller jusqu'au bout. Mhm. Terminer cette course malgré les envies d'abandonner, etc. Oui. Du début à la fin. Donc en réalité, tu t'es construit ta propre armure et tu continues de le faire. Par exemple, ce challenge, c'est un exemple. Mhm. Et tu crées tes points de référence. Et donc, quand tout va mal dans ta vie, tu peux faire tu te retournes rapidement et tu te dis, putain, mais j'ai fait ça, 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 ça. C'est Et ça, la liste, elle exactement. continue. Ou alors non, ou alors tu commences ton chemin et ces points, tu dois les créer. Oui. Mais en te mettant au travail tout seul, généralement, tu vas commencer tout seul dans l'ombre, sans parler de compétition, sans parler de... C'est juste peut-être des fois lire quelques pages par jour ou faire ton lit systématiquement en te levant. Bien évidemment, ça commence par des petites choses. Les histoires qu'on vous raconte Exactement. aujourd'hui, elles sont propres à Et bien nous et à sûr. notre chemin, tu vois. Puis on est tous différents, on a tous des envies et des ambitions différentes. Et c'est ce que je dis. Si vous n'avez pas confiance en vous, ben, pour en revenir à ça, prenez une feuille, notez tout ce que vous avez accompli. Même si c'est cuisiner un cake et que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, ben, soyez fiers Totalement. de ce genre de petites victoires. Ne vous Exactement, comparez ouais. qu'à vous-même. Et ça, c'est le plus important. Et je tenais vraiment encore une fois à te remercier parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée par hasard sur ta chaîne. Je suis tombée par hasard sur la vidéo de David Goggin qui m'a donné envie de faire ce trail. Et ben, ensuite de ça, pendant plusieurs mois, enfin quelques semaines, j'ai écouté tes vidéos toutes. Puis pendant plusieurs mois après, plus rien. Et c'est là où je vois que la vie est bien faite. C'est que je suis retombée sur tes podcasts. Et je me suis dit, mais c'est lui, genre, c'est de nouveau Motivation qui a créé quelque chose. Et puis, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais go, en fait. Et chaque petite chose est liée, en fait. Je suis trop fière aujourd'hui de pouvoir me dire, ben, j'ai écouté une de tes vidéos, ça m'a inspiré, je l'ai fait. Et je viens ici Exactement. pour dire que je l'ai fait, tu vois. Et ça, je trouve ça ouf. Et de nouveau, c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, ben, si j'avais jamais écouté tes vidéos, si je m'étais jamais penchée dessus, si je m'étais jamais passionnée pour ça, j'aurais jamais fait tout ça et je serais jamais là. Tu vois, tu provoques en fait ta chance, tu provoques en fait à toi ce qui doit arriver aussi. Je crois que c'est un concept de Ed Milet. Je sais pas si ça te parle sur la chaîne Un Orateur. J'ai pas fait énormément de vidéos dessus, mais à un moment, il dit un truc très puissant. Il dit qu'en fait, on tient le stylo de notre propre vie et c'est nous qui écrivons notre propre autobiographie. Oui. Tu sais. Et ce stylo, des fois, on a tendance à le donner à nos proches, à nos amis, tu sais, et on les laisse écrire à notre place, tu sais, Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on. à travers leur jugement, à travers leur regard. Oui. Et
ce qu'il faut apprendre à faire rapidement, c'est reprendre le stylo, même si ça fait mal. Oui, mais tu vois, quand on est prisonnier de notre zone de confort, je pense qu'on a des attentes envers les autres et on espère qu'ils vont pouvoir nous donner ce qu'on sait pas s'apporter. Oui, Mais de nouveau, qui de mieux que toi-même, qui vit dans ton propre corps, peut savoir ce dont tu as besoin? Tu peux pas espérer que ton voisin le sache mieux que toi. tu sais, depuis que j'ai ouvert la chaîne avec ses doublages et récemment ses podcasts et maintenant ses camps d'entraînement, je me suis toujours indirectement, enfin quand je dis indirectement c'est que je l'ai jamais dit en soi, mais je pense que les concernés se reconnaîtront, je me suis toujours adressé à cette partie de l'humanité, on peut dire, qui, comme moi plus jeune, pouvait se retrouver seul dans sa chambre, à cogiter sur sa vie. Oui, Mais à quoi ça arrive? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Comment je vais faire? Je suis personne, je sais pas comment devenir quelqu'un. Tu vois, et je me suis toujours adressé à cette partie-là des gens, tout simplement à travers ces discours. Et c'est pour ça, en fait, que systématiquement, je reviens sur du David Goggins. Et j'entends, et je lis des fois ces commentaires en mode, mais c'est bon, l'histoire, on la connaît. Oui, mais qu'est-ce que t'as changé dans ta vie depuis Ouais. la première fois que t'as entendu cette vidéo? mais Des tu fois, vois, il faut répéter une information 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour exactement. l'intégrer. Oui, et puis tu vois, c'est ça que je trouve cool aussi dans ce que tu crées aujourd'hui aussi au niveau des podcasts, c'est que ça permet en fait, ben, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé sur moi, Bien sûr. bah, d'avoir accès à une personne comme toi qui, bah, aussi dans son enfance, a eu les mêmes questionnements et les mêmes potentielles souffrances que moi dans sa tête, à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire demain en fait? Bien sûr. Ça rime à quoi tout ça? Enfin, pourquoi il faut que je travaille? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Je t'ai parlé aussi de la dyscalculie hein, tout à l'heure. Oui. Quand j'avais 6 ans et qu'on m'a mis devant une fiche de maths pour la première fois, j'ai littéralement pleuré parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis tu sais, il y a une célèbre phrase de Einstein qui dit que si toute sa vie tu fais croire à un poisson que son rôle c'est de monter dans un arbre, bah, il pensera toute sa vie qu'il est nul. Et moi je pensais que j'étais nulle. Dès mon enfance, parce que j'avais ces problèmes d'apprentissage, justement, je me sentais bête. Et je me suis construite aussi autour de ces croyances-là. Et puis toute ma vie, jusqu'à la fin de ma scolarité obligatoire et mes apprentissages, je me disais, mais je suis quelqu'un en difficulté. Hmm. Alors que c'était peut-être pas forcément vrai, il y a peut-être d'autres choses Comme tu dans disais, lesquelles t'étais super potentiellement doué en j'excelle. musique, Bien sûr. dessin. Oui, au niveau artistique, c'est vrai que j'ai toujours eu une sensibilité assez accrue. Hein. Dès l'âge de 6 ans, j'étais capable, enfin j'ai commencé à jouer du piano, puis j'ai très vite été capable de pouvoir jouer tout ce que je voulais, de par mon oreille en fait. Donc c'est là où Ok. on voit qu'il y a des choses en fait pour lesquelles on n'est pas forcément bon, mais il y a d'autres choses pour lesquelles on est bon. Et on parle beaucoup de l'école et du système éducatif, mais je On pense nous met que... dans des cases. Exactement, on en met dans des cases, et moi je pensais que j'étais nulle, littéralement. Alors qu'en fait, il y a une autre réalité et une autre vie où je suis quelqu'un d'excellent. Bien sûr. Bien sûr. Mais Pouvoir il se faut y détacher croire. de tout ça, faut... c'est... Des fois, je sais pas forcément que ça a un rapport avec ce qu'on disait juste avant, mais par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'importance du travail qu'on fournit, j'ai eu cette conversation quelques fois récemment avec plusieurs personnes, mais des fois, on va travailler non-stop, très dur dans nos différents domaines d'activité. Par exemple, dans ton cas, ça peut être travailler de manière vraiment concentrée sur une vidéo, la faire parfaitement, puis te préparer en même temps pour ton prochain travail. Mhm. Et en fait, c'est du matin au soir, tu te gères toi-même, tu fais ton planning, tu vas Oui, te bien coucher à sûr. l'heure, Oh là te là, lever ouais. à l'heure, etc. Tu manges bien, et t'es aux manettes, t'as toutes les casquettes, Mhm. plusieurs domaines, etc. Ou peu importe, mais... Et des fois, on en est même plus... On en oublie que c'est difficile. Oui, Je sais c'est pas ça. toi, mais des fois, tu sais, tu vas faire des semaines de 90 heures, et tu vas te dire, mais c'est juste le minimum. Ouais, c'est ça. Tu sais- Bah, tu vois, le problème avec cette phrase du c'est juste le minimum, Ouais. c'est que moi, après, je pense que j'en fais pas assez, tu vois. C'est ça. Et ça va être des moments où tout à coup, je vais me retrouver sans rien faire parce que j'aurai tout terminé. Puis je vais commencer à ressasser, puis à me dire, ouais, mais vas-y, j'en fais pas assez, Et tu c'est pas sais, assez bien. personnellement, l'astuce que j'utilise dans Ouais. ces moments-là, plutôt que de te laisser enterrer par ces pensées en mode, mais ça rime à quoi en fait? Tu vois, je suis à bout, je travaille 14 heures par jour, Mhm. et je suis déçu de pas en faire 15. Ouais, c'est ça, c'est Tu vois ce que je veux ça, dire? des fois, oui. Franchement, je suis très content de cette conversation avec toi, de t'avoir rencontré ce matin. J'étais très confiant par rapport à ce podcast après ce premier appel. Je sais pas toi. Oui, franchement, j'avais pas trop d'appréhension. Et ce premier footing, je pense qu'il nous a bien mis dans le bain. Tu m'as parlé de challenge de 10 fois 10 km, ça m'a parlé. Je sors d'une course moi aussi. On l'a fait ensemble. On a mangé, on a bien discuté. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter qui te tient à cœur.
Mais sinon, on peut attaquer une conclusion, je pense, selon toi. Bah écoute, comme je te l'ai dit, simplement, je pense que c'est important de te dire merci pour ce que tu fais, parce que tu motives vraiment beaucoup de gens, y compris moi-même. Et c'est comme on disait, c'est rigolo, mais on se doute pas des fois que parfois il y a des personnes qui écoutent nos vidéos, nos podcasts, et puis qui sont elles aussi créatrices de contenu, qui sont elles aussi dans le même mood que nous. Et le fait que tu aies créé cette ouverture, en fait, pour qu'on puisse venir à ta rencontre, ben, ça permet aussi de dire, ah oui, bah en fait, il y a des gens comme moi. Comme je le dis toujours, sans malheur, le bonheur n'a aucune saveur. Donc n'ayez pas peur juste simplement d'être vous. Et je pense que c'est vraiment l'un des rôles primordiaux de notre vie, c'est de trouver qui on est, puis d'oser l'incarner pleinement. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Et surtout n'oubliez pas, parfois, pour évoluer, il faut laisser partir l'ancien soi.